Oui, c'est vrai, on me demande régulièrement, finalement, euh, en quoi consisterait euh, ce que j'appelle l'œuvre. Euh, et je t'en remercie pour cette question. Hmm, je vais essayer de répondre le plus concrètement possible. D'abord, ce n'est pas faire quelque chose, c'est être. Ce qui caractérise, je vais plutôt parler de mon chemin de vie qui m'a amené à donner une identité, à donner un nom à ce que je fais. Euh, c'est ce que j'ai vécu, ce que je suis et la connaissance que j'ai reçue. Ça fait un tout chez toute personne. Euh, mais c'est important en fait de bien cibler cela, en tout cas dans mon type de métier ou de vie, parce qu'il est indissociable de l'expérience. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui on appelle le chaman, l'être de conscience, l'enseignant spirituel, l'enseignant... Voilà, il a fallu qu'il vive, cette personne, il est nécessaire qu'elle ait vécu des expériences particulières qu'on relève aujourd'hui en science, hein, ce n'est plus vu uniquement ésotériquement parlant, où elle a vécu des passages dans ce qu'on appelle d'autres mondes, d'autres réalités, comme on le voit dans la physique quantique également, spontanément, ou en tout cas, il y a eu un appel. Euh, je ne peux pas dire que c'est un métier qu'on va devenir, mais en tout cas, c'est une œuvre qui nous est comme demandée ou insufflée. Ou, voilà, il y a cette notion comme ça de, d'être né dans la soupe. Euh, et donc, ça, c'est un point qui est très important. Donc, petite fille, j'ai beaucoup de vision et de voyance, que je crois d'ailleurs être présent chez tous les enfants, mais je me rendrai compte un peu plus tard que non. J'ai un dialogue avec ma conscience, euh, que je tutoie un peu comme une fée, euh, qui me donne beaucoup d'indications sur ce qui se passe, sur les autres, sur parfois des personnes que connaissent mes parents que je ne connais pas. Et donc cette relation élargie caractérise ma vie. Et puis je me souviens décider vers 6 ans que j'allais commencer l'année suivante le violon, 5 ans et demi, 6 ans. Oui, j'étais en fin de maternelle. Et me dire que c'était nécessaire pour rester consciente. J'étais là chez mon grand-père en train de me le dire, me donner des conditions multiples de petite fille, mais aussi le besoin de solitude, le besoin de beauté et le besoin de rester consciente et que ça allait comme me nettoyer. Donc vous voyez, ça, bon, c'est des choses qui sont un peu particulières pour une petite fille. Euh, et toute mon enfance, comme ça, j'ai deux conversations, donc celle qu'on me demande d'avoir d'une certaine manière, de par mon éducation et les conventions extérieures, et cette conversation intérieure. Et c'est comme si je me cache dans cette conversation intérieure, ce qui donne parfois des crises ou des malentendus. Euh, et donc ce qu'on appelle les esprits, c'est-à-dire des informations intelligentes communiquent avec moi. Euh, et jusqu'à l'âge, mon jeune âge adulte, où là j'ai des expériences, durant mon enfance, il y a quelques expériences extraordinaires, puisque je vois au-delà de la vue. Euh, mais c'est vraiment dans l'âge du choix que va se manifester d'une manière très très forte mon chemin, à travers des manifestations clairement mystiques et qu'on relève en tout cas dans les mystiques, avec des résultats, parce que finalement, voir des choses, c'est super. Je pense qu'on a tous des sens, on a tous accès à la sensibilité. La différence, là, c'est une forme de médiumnité qui continue et qui s'amplifie, avec des résultats sur autrui ou sur les lieux de guérison et de retour de personnes, mais aussi des expériences très difficiles qui m'ont
presque forcée à étudier et à passer de la voie artistique vers la voie de l'étude plus approfondie, parce que j'étudiais déjà des médecines anciennes et de la médiumnité. Mon grand dada, vu que j'avais ça en moi, c'était un peu de prouver que c'était possible de rendre quelqu'un médium. À l'époque, j'avais, histoire de ne pas être toute seule et de ne pas être ésotérique pour les autres, je me disais, mais en fait, je vais étudier ça tellement profondément, cette carte, que je pourrais montrer aux gens qu'avec du travail sur soi, on peut le devenir. C'était mon besoin d'appartenance, je pense, hein, et en même temps, c'est quand même ce que je fais, vu que j'enseigne et partage des manières de se soigner par les états élargis de conscience qui permettent aujourd'hui aux personnes d'aller de manière très autonome s'écouter. Donc, j'ai continué ce travail. Donc, le phénomène de transe et d'hypnose relève quand même une grande autonomie entre l'inconscient et le conscient, et pour certaines personnes, voyager dans d'autres sphères de la conscience et revenir. Et donc ça, c'est ce que j'ai pu concrétiser d'une certaine manière. Je continue à concrétiser, le but étant bien sûr la libération du trauma, l'éveil de la personne, la prise de conscience de la beauté que nous sommes, de retrouver notre vraie personnalité aux réalités. Donc, durant ce parcours, ça s'est imposé à moi à un moment. Et donc, bah oui, ça a fait l'objet de beaucoup d'explorations et d'études que j'ai voulu le plus sérieux possible, avec le choix vraiment réfléchi de mes enseignants, ce que que je continue à trouver très, très important. Moi-même étant dans cette place depuis quand même maintenant beaucoup d'années, je conseille toujours à la personne de bien réfléchir parce que c'est un lien quand même qui est très proche, hein, dans le milieu de l'expérience, euh, et de m'allier aussi bien sûr durant toutes ces années avec les études contemporaines et la science contemporaine, puisque nous avons en fait des qualités différentes. Aujourd'hui, bah, je le constate en collaborant, que chacun a sa place, et c'est très agréable. Donc ça, c'est un point. Alors, une autre question que tu me posais tout à l'heure et que j'ai trouvé intéressante, c'est pourquoi il y a une telle montée de thérapeutes, de choix thérapeutiques, oui, ou de choix de développement personnel chez les gens, mais quand même la toile foisonne, etc. En fait, il s'avère que dans notre futur, il y avait un peu de choix, l'écroulement ou l'éveil de l'humanité. Quand je dis l'éveil, c'est un grand mot, hein, le mot éveil, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, la libération de cet enfermement mental. C'était un choix où on s'enfermait dans le mental et la productivité, où on allait vers la conscience émotionnelle, la conscience intuitive, pour marier ce mental déjà très présent avec un peu marier le cerveau gauche, cerveau droit, si on matérialisait la chose. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc beaucoup de gens se remettent en question, mais venant du monde matérialiste, et ça je le comprends, on se forme, puisque le monde matérialiste se forme, euh, et ça donne en fait beaucoup d'intentions de changer de carrière, ce qui n'est pas toujours le nécessaire ou le cas, mais souvent l'appel premier est je me forme et je change de vie. En fait, c'est surtout changer de vie intérieure, hein, changer le système de la société dans laquelle je suis. Donc aujourd'hui, le bien-être dans la société, la nécessité d'enthousiasme et de retrouver ces qualités-là est nécessaire. Donc on va forcément revenir à beaucoup plus de localisation, de personnalisation, de communication, d'enthousiasme au boulot, tout ça. On voit la crise, elle est là pour ça. Et donc on n'est plus censé être dans la productivité, mais dans la qualité. Et bien sûr une forme de productivité, mais la qualité devrait primer d'ici pas si longtemps, parce que de toute façon, les personnes qui décident, et je les comprends, de ne pas continuer leur travail, bah, finalement, l'un dans l'autre, la société n'y est pas gagnante. Donc, ça, c'est un des pans. Et donc, comme on est dans une société matérialiste, on matérialise. Donc, on pense qu'il vaut mieux devenir un autre métier. Et c'est vrai que là, tu n'es pas la seule à me poser la question également. Comment c'est la vie d'une personne soignante? Alors, il y a plein de différents types de soignants, hein. Le soignant psychosomatique ou le soignant du corps uniquement n'aura pas la même vie que moi. Moi, c'est comme si je brassais des grands champs d'énergie, donc
il n'y a finalement pas beaucoup de gens qui vont le faire parce que d'abord, il faut... vous voyez, le corps émotionnel, ça se transforme, donc l'espace émotionnel de quelqu'un, on le voit en psychologie, on le voit dans beaucoup de domaines d'accompagnement. Le corps mental, ça se transforme également, on le voit beaucoup en hypnose, on le voit beaucoup en EMDR ou d'autres voies, sont nos visions, nos perceptions du monde, notre manière de le structurer. Le corps physique, bien sûr, va se muter en fonction des autres, mais en tout cas, on a moyen de le soigner directement. Le corps éthérique, dans le sens de la médecine chinoise ou ayurvédique, va aussi se mettre en mouvement par des aiguilles, des massages, etc. Le corps spirituel ne se modifie pas par la demande agissante de l'intervenant, donc de la thérapeute en chamanisme, la chamane. On a un travail de collaboration avec le grand tout. C'est le grand tout qui va faire ça. Ce qu'appelleront certains physiciens le grand orchestre, le chef d'orchestre. C'est avec ça que moi je travaille comme analogie, en tout cas. Vous m'entendez parfois en parler, hein, qui est un chef d'orchestre. Et on est dans un orchestre. Donc, il y a énormément de raisons pour lesquelles on a de causes, que certains appelleront le karma, qui vont donner qui nous sommes, comment nous fonctionnons, pourquoi nous préférons telle personne, etc. Et donc moi, je plonge un peu là-dedans, tout en allant jusque dans le corps émotionnel, donc l'aspect émotionnel de l'être, la conscience mentale ou la conscience physique. Donc à cet endroit-là, c'est un peu différent et ça demande beaucoup de travail sur soi. De toute façon, je pense que tout métier de thérapie demande du travail sur soi, de l'introspection. Mais celui-là, oui, on brasse quand même des grands champs d'énergie. Donc oui, parfois c'est quand même costaud. Donc, c'est bien parce que je sens que c'est ma vocation. C'est pas des vies de repos, ce sont des vies de travail. On ne sort pas de notre espace de soins pour se dire voilà, la journée est finie. Elle continue par la pratique sur soi, la purification de soi ou de traitement. Quand je dis purification, c'est d'amener l'harmonie. Au final, quand l'orchestre joue en harmonie, notre vie elle va très très bien et nos rencontres se passent très très bien. Et donc ça, c'est un peu mon rôle, c'est d'aller rencontrer différents membres de l'orchestre ou la sphère vibratoire de l'orchestre et aller un peu proche du chef d'orchestre et de raconter ce qui se passe et demander est-ce qu'il y a changement possible. C'est ce qu'on appelle converser avec l'invisible, si vous voulez, anciennement, ou avoir accès, donc ça demande certains dons, je vais dire, pour aller en lien avec la matrice, être en lien avec elle, cette matrice quantique. Donc ça, c'est plus spécifiquement mon travail. Donc je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui le font. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'amalgame du 21e siècle. C'est que je souhaite vraiment que chaque personne qui se nomme, au final, soit vraiment intègre dans ce qu'elle nomme d'elle-même. J'ai un peu de mal, moi, à me nommer, j'avoue. Je me dis que les résultats sont là pour être l'expression de ce que je fais, plutôt que le fait de nommer qui je serai. Et voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et puis si vous en avez, vous, en écoutant, n'hésitez pas à les poster sur YouTube ou sur Facebook. Je peux y répondre avec joie. Parce qu'en fait, mon rôle est aussi d'amener plus de clarté, de simplicité, de communication sur ce qui fait parfois, qui pose question, qui attire ou qui fait peur aux gens. Puisque c'est un peu quand même un métier œuvre, dans lequel il y a parfois des choses totalement hors du commun, des genres de miracles. Et c'est vrai que je les expose pas trop. Et je m'en réjouis quand ça arrive. Et je suis juste dans l'émerveillement. Voilà.